Hello la fine équipe, aujourd'hui on va parler de Pet Lab Co et donc de l'histoire de Chris Masanto et Damian Grabarczyk qui, bien inspirés par leur chaîne Crystal, ont construit en 5 ans le leader mondial du complément alimentaire pour chiens. Fondée en 2018, la marque atteint en 4 ans 100 millions de chiffre d'affaires, une croissance juste colossale. Malgré les montants énormes, l'entreprise arrive à maintenir 20% de croissance de 2022 à 2024 et réalise un gros move en 2025. Après avoir bootstrappé leur croissance jusqu'à 142 millions de chiffre d'affaires, le fonds BC Partners débarque comme actionnaire majoritaire, un move qui n'est pas qu'une simple prise de capital, mais vraiment un partenariat qui va permettre à la marque de s'appuyer sur un acteur majeur de la pet food et du retail D2C pour faire passer son chiffre d'affaires de 9 à 10 chiffres. Ce rachat leur permet d'industrialiser leur capacité de production et d'accélérer le développement de leur gamme, notamment pour aller attaquer aussi le marché des chats. Voilà pour le contexte, vous l'avez compris, on va s'attaquer à la stratégie marketing d'une très belle marque qui a littéralement tout cassé dans l'univers de la pet food ces dernières années. Avant de commencer, je vais me présenter, moi c'est Olivier, je suis le cofondateur de Growth Society, on est une agence de media buying et un studio créa qui accompagne des e-commerce, des startups et des PME. On existe depuis 4 ans et on bosse avec des clients comme Migration, Matera, La Marque en Moins, Maison Martin et bien d'autres. Parlons maintenant de l'offre qui a fait le succès de cette marque. La marque a fait le choix d'attaquer le marché avec un focus chien, mais directement une gamme produit assez large. Dès la première année, la marque se positionne sur 5 verticales, les probiotiques, les soins dentaires, la partie support articulaire, tout ce qui va être allergie et immunité, et enfin les friandises et objets à mâcher. C'est un choix stratégique qui est assez fort, mais qui va leur permettre dès la première année de se positionner sur une large part du marché, de travailler la partie upsell, cross-sell, et enfin de créer un flou sur la crédibilité de leurs produits, puisqu'on a une partie des produits qui sont backés par des études cliniques et les autres sur lesquels on retrouve la mention Back by Research, qui n'engage en soi à rien, mais qui mêlé à des produits appuyés sur une étude clinique, crée un rayonnement et une crédibilité sur l'ensemble de la gamme. Comme je l'ai expliqué dans l'intro, depuis l'investissement de BC Partners, ils développent aussi une gamme chat qui s'étoffe petit à petit. Quand on regarde le modèle d'affaires de la marque, on est sur un copier-coller du modèle des compléments alimentaires pour être humain. On retrouve des packages par durée de cure avec une promesse crédible de corrélation entre la durée de la cure et l'efficacité et une incitation par le prix à aller vers des cures de 90 jours. On remarquera que côté pricing, la marque joue sur le biais de proportion en affichant un prix au jour au lieu d'afficher un prix par mois ou à la cure. Par-dessus ça, on retrouve une des recettes qui font le succès de pas mal de DNVB, une petite case à cocher qui abonne automatiquement les personnes qui achètent. Donc c'est simple, si tu décoches pas, t'es abonné. Petite spécificité liée au chien, on remarque que la marque a introduit un pricing lié au poids de l'animal. C'est pas mal, c'est assez logique et donc crédible du point de vue d'un acheteur et ça permet d'augmenter un petit peu le panier moyen. Comme prévu, on retrouve pas mal d'upsell et de cross-sell au niveau de l'ajout panier. On retrouve aussi de l'upsell dans une étape dédiée entre l'ajout panier et le checkout, dans laquelle on offre un cadeau supplémentaire et on retrouve une offre bien amenée avec un billet d'unicité, one time offer et une belle réduction pour augmenter un petit peu le panier moyen. Côté prix, on est sur des one-shot ou des abonnements qui tapent entre 30 et 65 euros. Donc, pour estimer un petit peu leur lifetime value, j'ai posé les hypothèses suivantes. 50% des abonnements durent au moins 3 mois. J'ignore le cross-sell et je pars du principe que les acheteurs ne traitent qu'une problématique en même temps, donc par exemple le soin dentaire ou les probiotiques et pas plusieurs. En faisant ces hypothèses qui sont quand même très conservatrices, on arrive sur une LTV globale d'à peu près 70 $. La réalité doit sans doute se trouver entre 100 et 150 $. Voilà un petit peu pour le tour de l'offre. C'est toujours intéressant de se plonger dans le modèle d'affaires d'un top e-commerce. Le mois dernier, on avait regardé celui de Rai Superfood et c'est intéressant de voir que des similitudes apparaissent déjà entre ces deux top e-com. On a vu ce qui se passait du côté de leur modèle d'affaires et de l'offre. Maintenant, on va se plonger un petit peu dans le positionnement de la marque. C'est un positionnement qui est hyper simple et facile à comprendre. Il s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'amour entre le maître et l'animal. Le deuxième, c'est la crédibilité scientifique et le troisième, c'est la preuve sociale. Pour développer ces 3 piliers, il y a des approches un petit peu différentes et complémentaires. Sur la partie amour maître animal, il s'appuie beaucoup sur le storytelling autour de l'histoire de leur chienne Crystal. C'est un élément de langage qu'on retrouve
dans la construction de l'image de marque. C'est un élément qui leur permet de se placer du côté du consommateur et de créer une certaine sympathie envers la marque. Pour la partie scientifique, là, ça va être travaillé à travers la DA. On voit que c'est des couleurs dans le bleu, dans le gris, avec des packaging qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver sur des produits pharmaceutiques. Ils utilisent très logiquement aussi les éléments qu'ils ont à mettre en avant, donc les études cliniques quand c'est le cas, et un autre élément qu'ils appellent Back by Research, qui est une mention un petit peu floue, mais qui vient apporter de la crédibilité et se confondre un petit peu avec les études cliniques. Et enfin, pour travailler la preuve sociale, donc ils le font beaucoup à travers les commentaires qui sont mis en avant, notamment sur leur page produit, avec systématiquement une photo qui est mise en avant, une marque qui interagit avec ses utilisateurs. On le retrouve aussi du côté de la stratégie créative avec beaucoup d'UGC, donc beaucoup de visages de simili clients. Enfin, dans les éléments même de langage et de copywriting des ads, on voit revenir le numéro 1 sur le marché pour asseoir la crédibilité de la marque. Donc voilà, le positionnement est assez simple à comprendre, mais pour moi, il vise juste, il est simple, il est efficace. Finalement, tout ce qu'on demande a un bon positionnement. Une autre partie super intéressante de stratégie d'acquisition, c'est bien évidemment les tunnels. Donc on va regarder ce que fait PetLabCo de ce côté-là, et franchement, c'est super intéressant. Le tunnel le plus utilisé par la marque, c'est l'advertorial. On peut constater que à peu près 80% du trafic de la marque passe par ce tunnel-là, qui crée un flou en fait entre un article et une page de vente. Quand on arrive sur l'advertorial, on a d'abord un titre qui est copyrighté de telle sorte à créer ce flou. Ce flou est ensuite alimenté par une ligne de logo de presse. Et enfin, on a une stratégie d'appel à l'action assez particulière, puisque chaque bouton crée en fait un défilement vers la section d'après, ce qui force le lecteur à parcourir l'ensemble des informations. Et on a en bas de page le seul appel à l'action qui envoie vers la page produit, qui est en fait la question suivante: est-ce que votre chien possède X symptômes, avec la liste des symptômes que le produit traite. Et de cette façon-là, la marque s'assure que 100% du trafic qui arrive sur sa page correspond à des utilisateurs qui possèdent le problème que le produit résout. Donc c'est assez intelligent, ça fait du filtre. Ils doivent avoir un taux de conversion forcément un peu plus bas entre les arrivées sur la landing page et la page produit, mais ils s'assurent de cette façon-là d'avoir des taux de conversion ensuite sur leur page produit qui sont hyper intéressants. Pour maximiser leurs chances de convertir, ils ont bien évidemment décliné toute leur page produit, tout leur advertorial avec un advertorial par produit et donc par symptôme. La deuxième sorte de landing page que j'ai pu voir, c'est des landing pages orientées promotion. Donc là, c'est des pages où on va vraiment tout axer vers la LTV. À partir de ce tunnel-là, on est obligé de s'abonner. Il n'y a pas de possibilité de faire du one-shot. Et par contre, on met en avant, que ce soit sur les images produits ou sur le copywriting de la LP, une promotion sur le premier achat, promotion assez conséquente du coup de 50%. C'est un tunnel qu'ils utilisent surtout pour le probiotique, donc j'imagine que ça doit être le produit de leur gamme qui a la meilleure LTV, la meilleure rétention, donc sur lequel ils ont décidé de forcer le tunnel abonnement. Côté Google Ads, j'ai pas creusé le bilan de leur landing page, puisque dans l'Ads Transparency, je suis tombé sur beaucoup d'erreurs 505. À mon avis, il y a du mouvement de leur côté, donc j'ai mis ce sujet de côté. Pareil sur les flow emailing, c'est pas mon cœur de métier, donc j'avais pas forcément envie de creuser cette analyse-là. En revanche, il y a un autre point de la stratégie market que je voulais mettre en avant, c'est le referral. Donc c'est hyper intéressant parce que toutes les marques ne font pas forcément cet effort-là. PetLabCo a choisi d'en faire un élément assez important puisque l'emplacement qui est dédié au referral sur leur site est un emplacement clé. On le retrouve dès la home en bas à droite, là où on a souvent plutôt des outils de support ou de review client. Ils ont choisi de faire une incentive au cash, ce qui est selon moi la meilleure idée, puisque au final, ce qui donne le plus envie à quelqu'un de recommander notre marque, c'est le gain d'argent. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace, 15 $ pour ceux qui génèrent des achats avec leur code promo. Ça montre que la marque a fait de referral un des piliers de sa stratégie d'acquisition. Maintenant qu'on a cerné l'offre, le tunnel, le positionnement, il est temps de se plonger dans l'analyse de la stratégie créative. Et quand on regarde celle de PetLabCo, je peux vous dire qu'on est choqué. Ça fait 10 ans que je fais ce métier et j'avais jamais vu une marque qui met en ligne un volume d'ads aussi important. En juillet, la marque a lancé plus de 2500 publicités. C'est une dinguerie, vraiment, j'avais jamais vu ça avant. Une machine à tester des ads. Quand on scrute le librairie ads, on se rend en plus de ça compte que des dizaines d'ads ne tournent pas plus de 48 heures. Donc il y a vraiment une logique de testing très rapide. Et ça laisse aussi imaginer les spends qu'il y a derrière ce compte, puisque avec ce volume d'ads testés et cette rapidité de testing, on se doute que les budgets injectés dans le BM sont hyper importants. Ce qui est assez marquant, c'est que malgré ce volume énorme, la stratégie créative est en fait assez basique. Quand on la décortique, on se rend compte qu'elle est composée à 80% du GC, 10 à 15% de vidéos de vétérinaires
et le reste de contenus qui sont là pour la réassurance. Là, c'est un petit peu plus varié. On va avoir de la vidéo fondeur, on va avoir du motion, on va avoir de la vidéo sur des événements, etc., etc. Donc cette partie-là est un peu plus variée. Vous pourriez facilement me contredire en me disant qu'il existe des centaines de façons de faire de l'UGC. Oui, mais dans leur cas, là aussi, la recette est hyper précise. La façon dont sont scriptés les UGC est quasiment toujours la même. On a une déclinaison de 3 types de hooks. On va avoir ce que j'ai appelé les hooks symptômes, 3 signes que, X comportements qui montrent que, comment votre chien vous demande de l'aide pour toutes ces approches-là qui mettent en avant un symptôme que le maître aurait raté. Ensuite, on a les hooks pédagogiques. Pourquoi votre chien a X ou Y comportement et on explique pourquoi le chien se comporte de cette façon-là. Et ce que j'ai appelé les hooks culpabilisants. 3 erreurs que font les propriétaires. J'aurais aimé comprendre telle ou telle chose avant pour mon chien, etc., etc. Où on essaye de rentrer par la peur de mal faire du côté des propriétaires de chiens. Ensuite, après les hooks, on vient exacerber un petit peu le problème avec des copywriting type je ne savais pas quoi faire, je savais pas à quoi c'était dû, j'étais perdu, etc. pour mettre en avant le désarroi dans lequel peuvent se retrouver la plupart des maîtres qui rencontrent des problèmes avec leur chien. Et ensuite, on introduit logiquement la solution avec des copywriting type mais maintenant, ça fait X temps que j'utilise PepLabCo et j'ai X ou Y résultats avec ensuite un appel à l'action. Donc on est vraiment sur un modèle PASS classique, Problem Agitate Solution, qui est décliné dans tous les sens avec quand même des familles de hooks qui ont été identifiés comme la marque, à mon avis, comme étant des top performers. Un autre élément plutôt visuel qui est assez frappant, c'est qu'on remarque que quasiment 100% de leur contenu commence par un plan de chien ayant un symptôme, donc toujours de l'animal dans les premières secondes, et très souvent, c'est un chien qui a un comportement en lien avec les symptômes qu'il concerne. Voilà, donc il y a plusieurs façons de construire une stratégie créative. Moi, je suis vraiment opposé à cette logique de il y a une recette, c'est tout le temps la même, il faut l'appliquer, elle marchera pour toutes les marques, etc. Mais eux, en tout cas, leur stratégie, elle est simple, c'est du all-in sur les formats qui marchent. Ils ont trouvé ce qui marchait pour eux, ils le déclinent dans tous les sens et ils envoient un max de volume. Voilà pour cette analyse rapide de la stratégie market de PetLabCo, une marque qui a tout cassé, je le répète. C'est le deuxième top e-com monde qu'on analyse sur la chaîne. J'en profite donc pour faire un petit débrief sur les points qui semblent être des facteurs de succès. On voit déjà que la capacité d'abonner des utilisateurs a l'air d'être un élément clé. On remarque aussi que les top e-com sont tous sur des marchés qui sont assez profonds. On rappelle, et ça c'est une évidence, que le volume de créa produit doit évoluer avec le volume de spend investi. Par contre, on voit bien qu'il y a des grosses disparités sur les approches qui sont mises en place en termes de stratégie créative. On avait par exemple 30% de statique dans la stratégie créative de Rise Superfood, alors qu'on n'en a quasiment aucun dans la stratégie de PetLabCo. Donc chaque marque doit créer sa propre stratégie créative. On notera que pour aller chercher beaucoup de chiffre d'affaires, il vaut mieux répondre à de nombreux pains, et des pains qui sont forts chez notre cible. Chez Rise Superfood, c'était le même produit qui allait répondre à de multiples pains liés à la santé. Chez PetLabCo, c'est toute la gamme qui vient adresser les différents pains santé des chiens. Dans les deux cas, on voit que bien évidemment, ce qui touche à la santé, c'est des pains qui sont majeurs et que donc la verticale santé a l'air assez propice à faire des top e-com de par les pains qu'elle résout. Et dernier constat, on voit que ce qui marche bien sur un marché occidental a quand même pas mal de chances de bien marcher sur les autres. On avait observé les copycats de la marque Rise Superfood. Pour PetLabCo, c'est pareil, on retrouve du Balto qui a à peu près la même stratégie sur le marché français. C'est une boîte française qui s'en sort très bien aussi. Donc, ce que ça rappelle, c'est que le market, c'est bien évidemment un levier de succès, mais derrière, le produit de market fit, c'est quand même la base, et que quand une marque en trouve un qui est hyper performant, finalement, c'est assez logique qu'il marche pour les autres. Si vous avez bien aimé le format et que vous avez envie de continuer à suivre mes analyses des top e-com mondiaux, abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets en description le lien de mon analyse market de la marque Rise Superfood. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces analyses, j'apprends plein de choses. Donc je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne.